en l'an 52 avant JC, alors que César continue de faire trembler les tribus, un autre combat se prépare en secret, loin des champs de bataille, celui de la découverte d'un fruit au pouvoir démesuré. La banane d'Urbana, capable selon d'anciens textes carthaginois, de générer une énergie si puissante qu'elle pourrait faire exploser une montagne ou faire chauffer un chaudron pour 100 ans. C'est à Nicaïa qu'un groupe de 5 Gaulois se réunit dans une crique secrète. Leur objectif, trouver la mythique Terra Urbana, terre perdue au-delà des colonnes d'Hercule, où pousseraient les seules bananes, capables de fournir assez d'énergie pour alimenter des centrales ou des armes terribles. Autour d'un feu de bois et d'un amphore de cervoise, Manic, stratège discret et expert en cartographie, et prétend avoir lu dans des rouleaux oubliés que Terra Urbana apparaissait lors des nuits de lune noire. Nitenlave, barde à l'humour corrosif, croit dur comme fer que les bananes chantent à minuit. Epsilon, inventeur, est persuadé qu'avec la bonne pression, la banane peut remplacer le plutonium. Il a déjà un prototype de moteur nucléaire à banane dans sa besace. Skyzocloud, philosophe rêveur et nuageux, tient un journal où il consigne chaque banane rencontrée. Lolika, frère de Skyzocloud et expert en navigation, assure qu'il peut les mener n'importe où tant qu'il y a une brise. Leur plan, construire un bateau et partir vers l'inconnu, en direction des mers de l'Ouest, vers une terre que personne n'a jamais vue, mais qui pourrait, selon les fragments de textes punico-grecs, contenir le pouvoir de changer le monde, ou de le détruire. Les cloches de bronze de Nicaïa résonnaient encore dans le port lorsque la bananiquée, fragile mais vaillante embarcation de bois, d'olivier et de cordes, tressée par Epsilon lui-même, fendit les eaux méditerranéennes. Le ciel était clair, la mer docile, ce qui inquiétait profondément Skyzocloud. Quand tout semble paisible, c'est que le chaos se cache, déclama-t-il, les yeux levés vers un nuage en forme de fessier. Lolika, à la barre, sourit. Il connaissait bien son frère, philosophe certes, mais mauvais nageur. Pourtant, c'était lui qui avait dessiné la carte du ciel à suivre, en se basant sur les constellations, les vents et la forme des bananes qu'il conservait dans une caisse rituelle. Une tension étrange à bord. Très vite, les personnalités s'entrechoquèrent. Epsilon exigeait qu'on attache des bananes mûres à la voile pour améliorer l'aérodynamisme, ce que Lolika refusait, criant au blasphème nautique. Nitenlave composait un chant épique intitulé « La banane sacrée et les fesses du destin » que Manique tentait d'ignorer. Manique, justement, restait concentré. Silencieux, il étudiait les rouleaux anciens sur des peaux de bœuf, cherchant à déchiffrer les glyphes signalant l'entrée de Terra Urbana. Le navire avançait, mais le ciel se noircissait. La tempête du cap des hurlements. Le 3e jour, les nuages s'amoncelèrent sans avertissement. Le vent se leva, brutal, hurlant comme un druide sous en fête. Des éclairs dansaient au loin. La bananiquée grinçait comme une vieille romaine édentée. « Préparez-vous » hurla Lolika en serrant la barre de toutes ses forces. « Elle va danser, la maudite !» Les vagues frappaient le pont comme des sangliers furieux. Nitenlave, harnaché à un tonneau, chantait encore plus fort, croyant que ses vers calmeraient la mer. Aux bananes brillantes, éclairent nos voix, ou que Poséidon te pèle les doigts. Epsilon, lui, fixait son dispositif expérimental. Il l'avait activé par erreur. L'énergie condensée d'une banane avait commencé à briller d'un vert étrange. « Ça chauffe, c'est pas prévu », lança-t-il, les cheveux en feu. Manique intervint, lançant une amphore d'eau sur l'invention en hurlant un vieux sort ligure. Miraculeusement, l'engin se stabilisa. Puis, aussi brutalement qu'elle était arrivée, la tempête cessa. Le silence, l'aube, et à l'horizon, une brume dorée, étrange, que même Skyzocloud ne pouvait expliquer. « Ce n'est pas naturel !» murmura Lolika. « On approche. »« Terra Urbana » osa Epsilon, les yeux ronds. Manique vérifia son parchemin. Il pointa une île cachée dans la brume. C'est elle. Elle existe. Et au loin, à travers le brouillard, une île en forme de banane se dessinait lentement, irradiant une lumière douce et menaçante. Le jour se levait lentement, étalant ses lueurs orangées sur une mer aussi calme qu'un druide endormi. La bananiquée flottait dans une brume dorée qui semblait vibrer, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Tous étaient debout, silencieux. Je ressens une pression dans mes molaires, murmura Epsilon en se tenant la joue. C'est l'énergie, répondit Manique. Ou un abcès. Devant eux émergeait lentement une île d'une étrangeté totale. Elle était massive, incurvée comme une banane couchée sur le flanc et hérissée de végétation fluorescente. Le sol paraissait respirer. D'étranges lianes pulsaient sous la surface comme des veines géantes. Chaque arbre ressemblait à un bananier, mais certains atteignaient 40 mètres de haut et leurs fruits brillaient doucement dans l'ombre. On dirait un cauchemar agricole, souffla Skyzocloud. Lolika fit accoster le navire.
dans une crique où l'eau était chaude, comme un bain druidique. À peine le pied posé sur le sable noir, tous ressentirent une secousse. « C'est vivant », dit Nitenlav, l'œil écarquillé. « Je crois que l'île nous regarde. » Les premiers pas, Manik déploya une carte qu'il avait recopiée d'un manuscrit punico-ligure. Il pointa un symbole étrange, un œil entouré de fruits. Sous le dessin, une inscription. « Celle qui nourrit et détruit. » Il y a un temple, quelque part au centre de l'île, le cœur bananique. La traversée de la jungle commença. Très vite, ils réalisèrent que la nature ici n'était pas naturelle. Les insectes avaient des carapaces de fibres végétales. Des plantes bananières carnivores refermèrent leurs feuilles sur les oiseaux. Un fruit boussole cueilli par Epsilon indiquait l'est, mais à condition qu'il soit pelé dans le bon sens. Et surtout, les bruits. Des cris, des rires, des gémissements, des mots. La jungle chantait, doucement, avec des syllabes familières. « On murmure nos noms !» dit Schizocloud, les yeux écarquillés. Un avertissement gravé. Au bord d'un ravin couvert de brume, ils trouvèrent un mur de roches taillées. Sur la paroi, une fresque immense rongée par le temps. On y voyait des silhouettes humaines récoltant des bananes géantes, les utilisant pour illuminer des villes entières. Puis des catastrophes, des cités fondant sous des explosions, des bananes devenant des météores. Une dernière image représentait 5 silhouettes. Fuyant l'île. « Ce sont nous !» balbutia Lolika. « Impossible !» répliqua Manik. « Ou alors, tout ceci a déjà eu lieu. » Un silence de plomb s'abattit sur eux. Puis, un cri rauque retentit dans la jungle. Un cri simien, lourd, rageur. Les arbres tremblèrent. « Quelqu'un ou quelque chose approche !» dit Nitenlav. « On n'est plus seul !» murmura Schizocloud. « Et je crois qu'on n'a jamais été seul. » Le cri retentit à nouveau, plus proche. Une vibration de colère pure. Les 5 Gaulois levèrent les yeux vers la canopée. Les feuilles s'écartaient lentement, comme poussées par une force invisible. Et soudain, ils apparurent. Des singes géants, mais pas ordinaires. Leur corps était recouvert d'une fourrure jaune tachetée de brun, semblable à des peaux de banane. Leurs yeux brillaient d'une intelligence froide et ancienne. Autour de leur cou, des colliers faits de coques de fruits, séchés. Certains portaient des lances de bois, renforcées par une étrange résine radioactive qui faisait fumer l'air autour. Il y en avait 12, perchés dans les arbres, immobiles comme des statues. « Je crois qu'ils nous jugent », chuchota Epsilon. « Depuis quand les bananes ont-elles une garde personnelle ?» siffla Nitenlav. « C'est peut-être leur île », murmura Manik. « Et nous sommes les envahisseurs. » Soudain, l'un des singes sauta au sol dans un fracas de feuilles. Il faisait au moins 2,50 m. Il s'approcha lentement, et tendit une banane. « Est-ce une offrande ?» demanda Schizocloud qui s'avança, fasciné. Mais lorsqu'il toucha le fruit, le singe hurla de rage, le saisit et l'écrasa au sol dans une explosion de jus fumant. Aussitôt, les 11 autres descendirent des arbres en un éclair, encerclant le groupe. « C'était un test !» cria Epsilon. « Tu viens de goûter à leur dieu abruti !» Rougit Lolika. Le combat des primates. Les singes sentinelles attaquèrent, non pour tuer, mais pour chasser. Ils bougeaient vite, trop vite pour leur taille. Leurs cris faisaient trembler le sol. Le combat fut bref, déséquilibré. Nitenlav tenta de chanter un air pacifique, mais fut assommé par une banane lancée à la vitesse d'un javelot. Epsilon essaya d'activer son extracteur nucléaire de poche, mais l'appareil s'enraya sous la pression. Manik protégea les parchemins et hurla des ordres pour couvrir la fuite. Schizocloud observait, immobile, fascinant le chef des singes par son calme. Lolika prit la tête de la retraite, menant les autres vers une grotte dissimulée dans la falaise. Dans la pénombre, à bout de souffle, ils écoutèrent les singes patrouiller au-dessus. Puis le silence. « Ils ne veulent pas nous tuer, » dit Manik. « Ils nous repoussent, comme des anticorps. »« Ce n'est pas une île, » souffla Schizocloud. « C'est un organisme. Et eux ?» Ce sont les globules blancs, une étrange gravure. Au fond de la grotte, alors que les échos des singes s'estompent, Epsilon découvre une plaque métallique couverte de glyphes étranges, mais reconnaissables. Une gravure en bas-relief. Elle montre une banane fendue, d'où jaillit une lumière aveuglante. À côté, un cercle, un triangle et une spirale. Des symboles atomiques. Ce n'est pas une civilisation disparue. « C'est une technologie vivante !» dit Epsilon, la voix tremblante. « Et nous avons déclenché sa défense », ajoute Manik. « La prochaine fois, elle ne se contentera pas de nous repousser. » La nuit était tombée sur Terra Urbana, mais l'île ne dormait pas. Les feuilles luisaient dans l'obscurité, les arbres semblaient respirer à l'unisson, et quelque part, très loin, un chœur de singes chantait une prière en rythme lent, presque sacré, une langue oubliée. Ou peut-être un avertissement. Dans la grotte, nos 5 Gaulois observaient une lumière émanant d'une faille étroite dans la paroi. Au fond,
Un tunnel ancien s'ouvrait des marches taillées dans la pierre, recouvertes de symboles courbes. C'est ici, murmura Manik. Le temple. De la quoi déjà? Demanda Nitenlav qui se frottait encore la tête. Le temple de la courbure suprême, répondit Epsilon, le regard allumé. C'est là que les anciens transformaient la courbe naturelle de la banane en puissance pure. Descendent vers le cœur, ils s'enfoncèrent dans le tunnel. À chaque pas, la lumière s'intensifiait. Pas une lumière artificielle, une lueur biologique, émanant de veines jaunes incrustées dans la roche. Le sol était tiède, le plafond résonnait d'un battement sourd, semblable à un cœur. Après une longue descente, ils débouchèrent dans une salle immense, circulaire, totalement lisse. Au centre, une plateforme en lévitation et au-dessus d'elle, une banane gigantesque, suspendue dans l'air, lentement en rotation, baignée d'un champ magnétique étrange. Elle mesurait 6 mètres de long, parfaite, pas une tache, pas une bosse. C'est une divinité, ou une batterie, chuchota Schizocloud. Des anneaux gravés sur les murs affichaient une séquence continue, des équations, mais aussi des fragments de dessins représentant des étoiles, des réacteurs et des bombes. Ils ont appris à courber la réalité, expliqua Manik, les yeux rivés au symbole. En étudiant la forme parfaite de la banane, ils ont découvert comment plier l'espace, accumuler l'énergie, la libérer. Tu veux dire que cette chose contient de quoi faire sauter l'île? Demanda Lolika. Ou alimenter 10 empires pendant 1000 ans. L'appel du noyau, Epsilon s'approcha lentement de la plateforme. Son extracteur miniature vibrait dans sa poche. Il tendit la main. Si je peux analyser sa courbure, je peux peut-être la reproduire. Tu vas la déclencher, intervint Manik. Ne touche à rien, mais trop tard. Au moment où les doigts d'Epsilon frôlèrent le champ de force, la banane géante pulsa d'un éclat aveuglant. Un son se fit entendre dans toutes les directions. Un hurlement, mécanique et ancestral. Les murs changèrent, lisses puis rugueux. Les glyphes se transformèrent en visages. Et la banane ouvrit un œil. Elle est vivante, dit Schizocloud. Et elle nous voit. Une vision collective. En une fraction de seconde, tous furent projetés dans une vision mentale. Des villes d'or, des réacteurs en forme de bananier, des civilisations humaines s'inclinant devant le fruit, puis la guerre, la chute, la radiation, et enfin, le silence. Ils reprirent conscience en même temps, haletant au sol. Ils ont tout détruit. Avec ça, dit Nitenlav, ils nous ont laissé un avertissement, souffla Lolika. Et on est en train de refaire les mêmes erreurs. Un dernier avertissement. Au fond de la salle, une porte s'ouvrit seule. Une lumière blanche s'en échappa. Et dans l'ombre apparut une silhouette humanoïde, courbée, couverte de motifs végétaux, et tenant un bâton orné d'un fruit luminescent. « Vous avez été vu, dit la voix grave. Et maintenant, vous devez choisir. » La silhouette avançait lentement, sans bruit. Sa peau semblait faite d'écorce. Ses yeux brillaient d'une lumière verte, sans pupille. Il n'était ni vieux ni jeune, ni homme ni femme. Sa voix résonnait directement dans les esprits des 5 Gaulois, comme si la grotte parlait elle-même. « Je suis l'ancien, dit-il, gardien de la courbure. Dernier témoin. De la grande boucle, là. »« Quoi ?» demanda Lolika, en reculant légèrement. « La boucle, la répétition, l'échec, la recommence. » L'ancien leva son bâton. Le sommet, en forme de banane translucide, projeta un hologramme d'une beauté stupéfiante, une carte stellaire. Des dizaines de mondes, reliés par une trajectoire courbe. L'origine de la banane nucléaire. Vous croyez avoir trouvé un fruit, mais ce n'est pas un fruit. C'est une forme fondamentale, une clé. Une clé de quoi? Demanda Epsilon hypnotisé. De la géométrie universelle de l'énergie. Partout dans l'univers, la courbure naturelle du vivant tend vers une spirale. La banane est le chaînon le plus stable de cette courbe. Il montra une planète rouge, à l'extrémité de la carte. Votre espèce n'est pas la première. Les anciens d'Orbania ont utilisé la banane pour allumer des soleils, puis pour en éteindre. Et ici, demanda Manik, l'hologramme Zuma, une terre primitive. Des bananes géantes poussant sur des arbres titanesques. Ils ont semé une graine énergétique sur votre monde. Une graine oubliée, jusqu'à ce jour. Le cycle et l'erreur. Pourquoi nous? Demanda Schizocloud. Pourquoi maintenant? L'ancien s'approcha. Son regard transperça chacun d'eux. Parce que vous recommencez. À chaque cycle, une poignée de curieux découvre le temple. Chaque fois, l'un d'eux cherche à extraire la courbe. Chaque fois, la catastrophe. Les murs se mirent à pulser. Une immense fresque apparut, retraçant plusieurs âges. Des hommes en toge manipulant des bananes incandescentes. Une explosion solaire engloutissant des temples. Des êtres ressemblant aux singes sentinelles. Pleurant. Vous avez une seule chance, dit l'ancien. Utilisez la banane non pour dominer, mais pour comprendre.
Et si on refuse, souffla Nitenlave, alors l'île s'ouvrira et engloutira ce que vous êtes. Le choix. Il y eut un silence. Epsilon sortit lentement son extracteur. Il le posa au sol. Je renonce à l'extraction. Mais je veux apprendre. Moi aussi, dit Schizocloud le regard fixe. Ce n'est pas une arme, c'est une leçon. Manic et Lolika hochèrent la tête. Nitenlave, lui, restait en arrière, hésitant. Si on laissait une petite bombe, juste une... Pour Rome, un bruit sourd se fit entendre. Le sol trembla. Une racine gigantesque fendit la roche et se dressa lentement derrière Nitenlave. Je retire, dit-il en levant les mains. L'ancien sourit. Très bien. Alors vous êtes dignes. Une lumière dorée les enveloppa. Un marqueur végétal se grava sur leurs avant-bras. Une spirale courbée autour d'un noyau. Vous portez maintenant la marque. Vous êtes les gardiens? De la dernière courbe, la lumière dorée s'était dissipée. Dans la salle du temple, les 5 Gaulois restaient figés, le souffle court. Leurs bras portaient désormais la marque, la spirale autour d'un noyau, symbole de leur serment ou de leur condamnation. L'ancien les avait quittés, lentement, fondant dans le mur végétal comme une pensée s'éteignant dans un rêve, mais quelque chose flottait encore dans l'air. Un silence lourd, chargé, car une question rongeait déjà les esprits. Et maintenant, que fait-on de tout ça? Une nuit sans sommeil. De retour à la surface, ils campèrent près d'une source thermale au pied d'un bananier lumineux. Personne ne dormit. Epsilon écrivait frénétiquement sur des feuilles de palmier traitées aux cendres. Formulas, hypothèses, schémas d'énergie propre. Manic, silencieux, relisait les parchemins gaulois, y découvrant désormais de nouvelles significations, cachées depuis toujours. Schizocloud méditait en tailleur, yeux fermés, respirant en cadence avec la jungle. Lolika sculptait une petite figurine de singe dans du bois de bananier noir. Et Nitenlave s'était isolé. La tentation, Nitenlave, loin du camp, fixait son bras marqué. Il murmurait. « Gardien, oui. » Mais gardien de quoi? D'un pouvoir qu'on ne peut pas toucher? Et si quelqu'un d'autre le découvre? Rome, Carthage ou les futurs barbares du Nord? Dans sa besace, il avait gardé un échantillon. Une petite gousse, prélevée dans le temple, dissimulée dans un étui en cuir. Elle brillait faiblement, pulsait. Et puis, dans la nuit, une voix résonna dans son esprit, douce, persuasive. « Tu peux faire mieux, tu peux protéger, tu peux corriger l'histoire. »« Qui parle ?» demanda-t-il haletant. « La courbe, je suis dans ta main, et je veux être utilisé. » Le choix de Nitenlave. Le lendemain matin, Nitenlave n'était pas là. Ses empreintes menaient vers la falaise sud. Et un ancien pylône effondré, vestige d'un vieux réacteur gaulo-cycladique. Là, il se tenait, bras tendus, gousse en main. « Pose ça » cria Manic. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux créer une mini-source. » Juste une. On pourra la rapporter et prouver que ce n'était pas une légende. Et si tu déclenches une boucle? Et si l'île réagit? Hurla Epsilon. Trop tard. Nitenlave activa l'artefact. Un instant suspendu. Le monde sembla s'inverser. La mer en bas s'éclaira d'un halo doré. Les arbres se courbèrent en silence. Puis, tout s'arrêta. La gousse était morte, inerte. Comme si l'île l'avait absorbée, neutralisée. Elle t'a laissé faire. Pour que tu comprennes, dit Schizocloud. Nitenlave tomba à genoux. Elle ne veut pas être exploitée. Elle veut qu'on l'écoute. Pardon et serment. Ce soir-là, autour du feu, aucun mot ne fut prononcé. Nitenlave rendit le reste de ses outils. Il grava sa marque dans un galet et le jeta dans la mer. Je ne serai plus un ingénieur. Je serai un témoin. Nous tous, répondit Manic. Témoin d'un pouvoir qu'on a choisi de ne pas utiliser. Le vent soufflait fort sur la côte de Terra Urbana. Le ciel, d'un bleu éclatant, semblait observer leur départ avec une conscience muette. Les 5 Gaulois se tenaient sur la plage, le regard tourné vers l'est, vers la mer, vers la Gaule, leur patrie. La barque, renforcée de lianes et de fibres dorées récoltées dans la jungle, était prête. Elle brillait légèrement, comme si l'île elle-même leur offrait sa bénédiction. Ou une ultime mise en garde. « Nous repartons sans trésor, dit Lolika. »« Tu te trompes, répondit Schizocloud. Le trésor, c'est de savoir ce qu'il ne faut pas emporter. » Le départ. Ils embarquèrent. Aucun ne regarda derrière. Sur la plage, des silhouettes simiesques les observaient, immobiles. Les singes sentinelles. L'un d'eux leva lentement une main, paume ouverte, paume marquée, d'une spirale. « Ils sont comme nous !» souffla Epsilon. « Ils gardent la forme depuis des siècles. Et maintenant, c'est à nous !» conclut Manic, la rame à la main. La mer, le silence et l'éveil. Pendant des jours, l'océan fut calme. Trop calme. Mais chaque nuit, leurs rêves étaient de visiter par des fragments de vision courbes, spirales, soleil, fruits géométriques, machines vivantes. La banane ne les avait pas quittés. Elle avait laissé une trace,
Nitenlave ne parlait presque plus. Il sculptait. Il fabriqua une maquette en bois du temple, qu'il jeta ensuite à la mer, comme pour conjurer le pouvoir. Epsilon, lui, codait une langue nouvelle, un alphabet basé sur la courbe, qu'il baptisa le Banarune, un langage impossible à lire sans intention pacifique. L'arrivée à Nice. Des semaines plus tard, les côtes de la Gaule apparurent. Le port de Nicaïa, l'actuel Nice, brillait sous le soleil. Ils avaient changé. Leur peau, tannée par la jungle, leurs yeux marqués d'une lueur étrange. Leurs esprits, porteurs d'un savoir trop grand pour être dit simplement. Ils furent accueillis comme des fous, puis comme des sages. On leur demanda « Avez-vous trouvé les bananes nucléaires ?» Ils répondirent « Non, mais elles nous ont trouvés. » Le pacte final. Dans une clairière sacrée, les 5 protagonistes enterrèrent ensemble un coffre scellé contenant les écrits d'Epsilon en Banarune. Le récit complet de l'aventure, signé par Maniké. Une mèche de fibres de bananier radioactif, désormais inerte. La maquette de Nitenlave. Et la figurine sculptée par Lolika. Ils jurèrent que personne, jamais, ne devrait retrouver l'île, tant que l'humanité ne serait pas prête à choisir la courbe plutôt que la ligne droite de la destruction. Ce sera notre héritage, dit Manik. Notre mission, ajouta Epsilon. Notre secret, conclut Skyzocloud.